Voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à notre webinaire Simplicure que l'on propose aujourd'hui avec Elsa Charpentier et Aurélie Planté. Elsa nous fera l'introduction de Calia Pro et alors Aurélie nous parlera de plutôt comment accompagner les problèmes de santé féminin liés au cycle menstruel sur Calia Pro. Bonjour Elsa, bonjour Aurélie, comment vous allez aujourd'hui ? Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités dans vos webinaires. Alors, juste avant de vous laisser la parole, au cas où vous ne connaissez pas encore le fonctionnement de Big Marker, donc tout au long de la présentation, bien sûr, vous allez pouvoir y interagir via le chat. Donc, si vous avez des problèmes de connexion ou quoi, n'hésitez pas à nous le communiquer. Et aussi, si jamais vous avez des questions pour Calia Pro ou même pour Simplicure, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique dédiée aux questions qui est en haut à droite Q&A. Et alors, on y répondra bien sûr à la fin du webinaire. On prendra le temps, ça dépend des questions, mais entre 10 et 15 minutes. Donc, voilà. Écoutez, je vous laisse la parole et je reviens à la fin de la présentation. Aurélie, je te laisse commencer. Bonjour, alors moi je suis Aurélie Planté, attachée de recherche clinique chez Calia et je travaille plus particulièrement sur la partie data, donc pour implémenter dans l'application Calia Pro toutes les données qui sont liées au sujet de santé qu'on étudie en lien avec les interventions non médicamenteuses. Voilà, en résumé. Merci. Et donc, moi, je suis Elsa Charpentier. Je m'occupe du développement de l'application, point de vue communication, partenariat et commercial. Voilà. Donc, merci de nous écouter durant ce webinaire. On a choisi ce sujet avec Simplicure parce qu'on a beaucoup de problèmes de santé féminin traités et évalués dans Calia Pro. Donc, on trouvait ça intéressant de vous les présenter. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter et vous dire quelques mots sur Calia. Donc, on est une start-up, on est basé en France, à Montpellier, enfin juste dans le nord de Montpellier. On a été créé en 2019, un peu plus de 4 ans. On est 10 personnes. Et le but de Calia, c'est de délivrer de la connaissance scientifique sur toutes les interventions non médicamenteuses liées à un sujet de santé. Donc, une pathologie, mais aussi un symptôme ou un trouble. Donc, pour cela, on a développé une technologie pour aller chercher toutes les publications scientifiques, méta-analyses, essais cliniques, les qualifier, c'est-à-dire que la technologie reconnaisse tout ce qui est non médicamenteux, ce qui nous permet, contrairement à des bases comme PubMed, on ne va pas chercher un mot-clé, on a appris à la techno de reconnaître l'intervention à partir d'une analyse de langage naturel, pardon. Donc voilà, ça nous permet tous les jours de pouvoir trier toutes ces publications scientifiques et de pouvoir les délivrer. Et notre travail ne s'est pas arrêté là. On a également travaillé en partenariat avec une université de Nanterre, à côté de Paris, sur de l'évaluation. Donc, quand on a une étude, les chercheurs ont des résultats. Et de ce fait, nous on reporte les résultats qu'ils ont trouvés en le matérialisant, et on va vous le montrer, par des niveaux d'efficacité qu'on a gradés de 0 à 4. Et puis, Calia a travaillé, lui, sur le niveau de preuve, c'est-à-dire de challenger un peu justement par rapport à certains critères. Si on est vraiment certain de l'efficacité, moyennement ou très certain. Donc, c'est le niveau de preuve ou le niveau de certitude qu'on a gradé également de 0 à 4 pour permettre de délivrer cette information. Donc, nos utilisateurs de l'application, donc qui s'appelle Calia Pro, sont à 90% des praticiens de santé, donc naturopathes, health-pratiqueurs, mais aussi réflexologues, ostéopathes, et puis des professionnels de santé comme des médecins, des pharmaciens, des kinés, des sages-femmes. On a un peu des laboratoires également qui utilisent Calia,
Calia Pro. On a quelques étudiants également en nutrithérapie ou en naturopathie. Et puis un peu de grand public, enfin, dans le sens patient. Quand on est atteint d'une pathologie, on aime bien suivre en général les avancées de la recherche. Donc, on noue des partenariats avec des associations de patients. Voilà pour la présentation. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer à quoi ressemble Calia Pro avant de passer ensuite la main à Aurélie. Et à la fin de notre intervention, je vous donnerai un code promo, un lien plutôt, pour pouvoir découvrir Calia Pro en version premium, donc c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans Calia Pro, gratuitement pendant 6 mois. Voilà, je le mettrai dans la discussion. Donc, si je partage mon écran, vous allez me dire, Aurélie, tu me dis si on voit bien? C'est tout bon pour moi. Ok, donc là, Calia Pro, comme je vous le disais, donc là, c'est la version web, parce que je suis sur mon ordinateur. Il y a une version mobile à télécharger sur les stores également. Donc, ça se présente comme ça. On a une homepage, une page d'accueil. Vous avez toujours un produit mis en avant. Mais le principe, c'est d'avoir un fil d'actualité scientifique. Donc, comme je vous disais, sur les dernières publications, qu'on peut personnaliser suivant ses centres d'intérêt, c'est-à-dire quand on va vous montrer les sujets de santé, on peut les mettre en favoris. Du coup, on aura un fil d'actu personnalisé. Et également, dans le profil, on peut aussi personnaliser par intervention. Parce que nous, on ne focalise pas uniquement sur la phyto et les compléments alimentaires. Les interventions non médicamenteuses qui sont référencées dans Calia Pro sont aussi bien de l'activité physique, des interventions physiologiques comme des techniques manuelles, de l'ostéo, de la balnéothérapie, des interventions corps-esprit comme le yoga, le tai chi, les interventions diététiques telles que des régimes alimentaires. Donc, il y a plus de 2000 interventions référencées dans Calia. Donc, voilà, on peut aussi se mettre un filtre uniquement sur compléments alimentaires, par exemple. Voilà, c'est à ce niveau-là dans son compte. Donc, tous les jours, vous avez une actu. Les dernières publis, là, datent du 8 juillet. Il devrait y en avoir aujourd'hui aussi qui vont tomber. Et puis, donc, là, c'est pas spécifiquement ce que moi, je me suis pas mis de filtre lié aux problèmes de santé féminin. Donc, on a d'autres sujets de santé qui sont bien sûr traités dans Calia Pro. On va vous les montrer. Mais par exemple, là, je sais pas, une publi, l'entraînement physique réduit la rigidité artérielle et la tension artérielle chez les femmes ménopausées. On peut cliquer. On a un résumé de l'étude avec une phrase de conclusion, ce qui permet très rapidement de lire, de voir de quoi on traite au lieu de rentrer dans la publication scientifique où c'est parfois fastidieux et un peu plus long de lire une publi. Mais si vous voulez la lire, vous pouvez accéder à l'étude et si elle est en open access, elle est libre de droit, donc vous pouvez la lire. Après, on ne délivre pas, c'est-à-dire si elle n'est pas libre d'accès, il faudra la payer. On délivre uniquement le lien, on vous indique le lien. L'auteur, la revue, l'année. On fait des liens par rapport au sujet dont ça traite, en fait. Donc là, par exemple, on a l'hypertension artérielle, donc c'est un sujet qu'on a évalué chez Calia. Et puis là, c'est sur l'exercice physique. Donc là, on a aussi une fiche par intervention. Donc, ces 2000 fameuses interventions non médicamenteuses, il y a une fiche par intervention. On peut mettre ça, on a une zone favori, donc si vous voulez vous mettre des favoris pour justement lire plus tard ou vous constituer un dossier, on clique là et ça va dans enregistrer ici. Voilà pour le... Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà pour la présentation de la home. Et ensuite, avant de passer la main à Aurélie, vous avez une zone de recherche par mots-clés, en fait. Vous pouvez chercher, je sais pas, magnésium, par exemple. Voilà, vous cliquez sur magnésium. Vous avez la fiche de l'intervention.
on va regarder un peu précisément par rapport au sujet de santé féminin. Les évaluations pour lesquelles le magnésium a été évalué par sujet de santé, et puis toute la bibliographie, c'est-à-dire tous les essais cliniques par sujet de santé également. Donc là, il y a X pages. Voilà. Donc ça, après, vous pouvez taper aussi, là par exemple, SOPK, enfin vous pouvez taper soit un actif, un sujet de santé, une intervention, yoga, tai chi, ou alors vous avez une arborescence ici, santé et intervention. Donc nous, aujourd'hui, on va traiter plutôt ce qu'on a appelé la catégorie système reproducteur avec les sujets de santé féminins. Donc là, on va voir ça tout de suite après. Mais sinon, vous voyez, on a traité, je ne sais pas, moi, par exemple, pour la peau, l'acné, l'eczéma, le système digestif avec la maladie de Crohn, le syndrome de l'intestin irritable, les problèmes de constipation, etc. Donc, vous avez par famille ou par système, on va dire, beaucoup de sujets de santé traités. Et puis là, un index également de toutes les interventions non médicamenteuses. Donc là, c'est par ordre alphabétique. Donc, vous voyez, là, on a aussi bien, je ne sais pas moi, des minéraux, de la phyto, que de l'acupuncture, etc. Voilà pour la petite présentation synthétique. Vous poserez toutes vos questions. Hein. S'il y a des questions, on y répondra bien évidemment. Et je vais laisser peut-être la main. Donc, je vais arrêter mon partage, Aurélie. Ok. Et puis, je vais te laisser partager. Ça sera plus simple, je pense, pour toi de partager ton écran pour pouvoir faire intervenir sur le cycle menstruel. Du coup, j'arrête. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Pour moi, c'est bon. Ok. Oui, du coup, moi, je vais rester pour que je sois plus à l'aise, parce que si je reste sur l'appli Big Marker, je le vois en tout petit. Donc, moi, je vais naviguer aussi sur la version ordinateur, sur la version site. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Elsa, au niveau de l'actualité scientifique et des résumés des publications qui sont indexées dans Calia Pro. En fait, l'avantage, c'est aussi d'avoir une version traduite en français, parce que les 99,9% de la littérature scientifique est rédigée et publiée en langue anglaise. Donc, effectivement, ça peut être complexe quand on ne maîtrise pas l'anglais, en fait, de lire une publication scientifique, même si on est intéressé et qu'on veut creuser un sujet. Et c'est vrai que sur Calia Pro, nous, on propose en fait une traduction en français, même si on ne va pas regarder en détail toute la publication. On a au moins des informations en fait qu'on peut comprendre et qu'on peut lire en version française. Donc ça, c'est pas mal aussi. Effectivement, alors là, aujourd'hui, on va traiter du sujet global, je vais dire, du cycle menstruel féminin. Donc là, on a répertorié au niveau du système reproducteur. Là, on voit qu'on a le syndrome prémenstruel. On pourra aussi parler de la dysménorrhée primaire. Donc là, je vais cliquer sur la partie syndrome prémenstruel. Alors, au niveau du cycle féminin, je vais refaire très rapidement, ne vous inquiétez pas, un petit cours très très rapide de biologie en fait pour parler de ce qu'est le cycle menstruel. Donc en fait, les femmes en âge de procréer et hors problématiques liées à ce cycle. Donc on a généralement en compte le premier jour du cycle à l'arrivée en fait des règles, et le cycle est généralement séparé en deux parties. Donc la première partie qui est la phase folliculaire et la seconde après l'ovulation qui est la phase lutéale. Donc généralement, à partir du premier jour des règles, les femmes ont des saignements et ensuite, ils se préparent au niveau du corps ce qu'on appelle le follicule. Donc la phase folliculaire, c'est la maturation du follicule qui va du coup au moment de l'ovulation
être disponible, entre guillemets, s'il y a un souhait de procréation ou une fécondation, il y aura en fait un ovocyte qui sera mature. Donc pendant toute cette période, il y a beaucoup de modifications en fait hormonales. Je pense que tout le monde se souvient des cours de biologie collège et lycée, le pic de FSH, LH. En fait, c'est des hormones qui sont produites par le cerveau au niveau de l'axe, donc l'hypothalamus et l'hypophyse. Et en fait, il y a des oestrogènes pendant cette première partie qui sont sécrétés là au niveau du système reproducteur féminin, donc par les ovaires, qui vont permettre en fait la maturation du follicule. On va avoir l'ovulation. Et si l'ovule n'est pas fécondé, on passe dans la phase lutéale. Donc en fait, le follicule se transforme en ce qu'on appelle le corps jaune. Et là, en fait, donc on va avoir une chute du taux d'œstrogène. On va y avoir aussi la chute des hormones FSH, LH, vu qu'en fait, elles sont là juste en pic, en fait, pour donner, entre guillemets, le feu vert de l'ovulation. Et c'est à ce moment-là qu'on a la progestérone qui va arriver et qui va être sécrétée pour un petit peu qu'il n'y ait pas de seconde ovulation. En fait, ça va un peu éteindre la partie follicule pour qu'il n'y ait pas de seconde ovulation pendant cette phase lutéale. Et cette phase lutéale, elle dure 14 jours et c'est généralement à ce moment-là qu'on ressent des symptômes du syndrome prémenstruel. Donc là, voilà, j'en ai terminé pour le petit cours de biologie, mais c'est important de comprendre qu'en fait, il y a beaucoup d'enjeux hormonaux et ça peut venir du coup de là. Donc là, je suis sur la page syndrome prémenstruel. Pour chaque sujet de santé qu'on traite, on a une petite description. Donc, à savoir que le syndrome prémenstruel, au niveau mondial, il y a environ 20 à 30% de femmes qui sont touchées. À savoir que c'est pas forcément à tous les cycles qu'on peut ressentir des symptômes. Ça peut arriver que pendant 2, 3, 4, 5 cycles ou même pendant une année complète, on va ressentir une symptomatologie liée à cette période après l'ovulation. Parfois, c'est tout le temps, parfois, c'est ponctuel. C'est ce qui rend un peu compliqué, en fait, la détection, en fait, de ce trouble, parce que c'est pas quelque chose qu'on est, entre guillemets, obligé de vivre à chaque phase lutéale du cycle. Donc, c'est des symptômes qui peuvent inclure, donc il y a des symptômes comportementaux, physiques et psychologiques. Donc, il va y avoir des ballonnements, des douleurs abdominales, des maux de tête, sensibilité, douleurs dans les seins, des changements d'humeur, irritabilité, anxiété, fatigue. Peut y avoir aussi des fringales. Peut y avoir aussi des baisses de plein d'autres aspects physiologiques, notamment au niveau du sucre. Il y a des femmes qui peuvent ressentir des périodes d'hypoglycémie, en fait, d'où aussi le phénomène de fringales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les causes de ce syndrome prémenstruel, elles ne sont pas entièrement comprises. En fait, tout au départ, déjà, je vais faire vite fait un tout petit historique. Au départ, on pensait que c'était une maladie imaginaire. Et après, il y a des gynécologues qui se sont intéressés en fait à cette problématique. Et comme au niveau des connaissances, on voyait qu'il y avait des modifications des œstrogènes et des progestérones pendant le cycle, on pensait que c'était uniquement lié à ça. Parce que comme on a la progestérone qui augmente pendant la phase lutéale, on pensait que c'était lié, entre guillemets, que à ça. Et comme les œstrogènes, en fait, diminuaient, on s'imaginait que c'était ça. Maintenant, en fait, il y a des récentes recherches qui pensent qu'il y a d'autres mécanismes neurologiques qui sont en jeu, notamment le système opioïde et d'autres, la sérotonine et d'autres neurotransmetteurs. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe. Et il y a aussi des facteurs, psychologiques. On est en train aussi de parler de facteurs génétiques. Mais là, la science commence tout doucement à s'y intéresser et à essayer de mettre en évidence les mécanismes liés à ce syndrome. Nous, alors au niveau de Calia, ce qu'évoquait tout à l'heure Elsa, c'est qu'on a une méthode d'évaluation des données qui sont disponibles. Nous, en fait, chez Calia, on va faire comme une photo de la science à un moment donné. Donc, nous, en fait, on reporte l'état de la science, l'état de l'art sur le site de Calia. Donc, nous, on va collecter, en fait, toutes les données qui sont existantes. Et pour représenter en fait les résultats de la recherche en termes de score, donc avec un niveau d'efficacité
et un niveau de preuve qu'on peut aussi, avec un synonyme, dire que c'est un niveau de confiance, un niveau de certitude de l'efficacité en fait qui ressort en fait des résultats des études. Nous, on va récolter les méta-analyses. En fait, c'est notre méthode parce que les méta-analyses en sciences, c'est le plus haut niveau de preuve en recherche scientifique. Donc, une méta-analyse, c'est une étude qui va récolter tous les essais cliniques dans le monde sur un sujet donné. Donc là, par exemple, pour les oméga 3, un groupe de scientifiques va récolter toutes les études cliniques qui sont, dont par exemple la question c'est est-ce que les oméga 3 ont un effet dans le cadre du syndrome prémenstruel. On va regrouper toutes ces données, ça permet d'augmenter le nombre de sujets en fait dans les études. On peut très bien avoir une centaine d'études, mais chaque étude a 3, 4, une vingtaine, une centaine de sujets. Donc là, on va regrouper et ça permet d'augmenter ce qu'on appelle la puissance statistique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça permet d'apporter du poids en fait aux résultats statistiques et aux résultats en fait qu'on va avoir. En fait, une méta-analyse, c'est un regroupement, une grosse analyse, d'où le terme méta. Donc nous, on va prendre ces méta-analyses, on va récolter les données des études qui nous semblent pertinentes et on va dire des études qui sont bien faites d'un point de vue méthodologique. Donc, c'est-à-dire un groupe qui va être traité et un groupe placebo avec effectivement les critères d'évaluation. Les critères d'évaluation, c'est qu'est-ce qu'on va regarder. Par exemple, dans le cadre du syndrome prémenstruel, on va regarder s'il y a des effets sur les symptômes psychologiques ou les symptômes physiologiques. Donc, nous, ensuite, on refait un calcul, on refait un algorithme et ça nous permet du coup d'avoir des résultats. Et les résultats de nos analyses, elles sont présentées là à gauche. Donc, comme expliqué tout à l'heure Elsa, on a différentes catégories d'interventions non médicamenteuses. Là, je vais pouvoir faire un filtre sur... Donc, on a effectivement les exercices physiques, les thérapies manuelles, on a aussi les interventions psychologiques, psychocorporelles, et on a plantes et compléments alimentaires. Voilà, donc là, on a les oméga 3, la curcumine et le gâtillier. Sachant que nous, le fait d'avoir présenté sur le site ce score, c'est sous-tendu par le fait qu'il y ait une méta-analyse existante qui étudie, donc là, les oméga 3, dans le cadre du syndrome prémenstruel. Il y a d'autres études qui sont faites, ce qu'on appelle des essais cliniques, en fait, on va dire isolés, et qui ne sont pas regroupés dans le cadre de méta-analyse. Donc, nous, on ne pourra pas avoir de score. Ce n'est pas que les résultats, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, pour le moment, on ne sait pas selon notre méthode. Et pour avoir un peu une vue de l'état de la recherche, on peut cliquer là sur l'onglet bibliographie. Je reste filtrée sur plantes et compléments alimentaires. On voit que, par exemple, la vitamine B6, elle est étudiée et donc il y a 21 études, 21 essais cliniques qui traitent de la vitamine B6 pour le syndrome prémenstruel. Donc là, on voit bien que effectivement la vitamine B6, elle est largement étudiée et vous pouvez, comme tout à l'heure, cliquer dessus. Donc, on a effectivement le petit résumé en français avec le lien vers l'étude. Et nous, j'allais dire entre guillemets, on pourra produire un score, par exemple, de vitamine B6 dans le cadre du syndrome prémenstruel lorsqu'il y aura une méta-analyse. Mais c'est vrai que d'avoir la liste des études avec la petite sélection bibliographie, ça nous permet de voir en fait l'état de la recherche. Nous, voilà, on a 3 scores pour les compléments alimentaires, mais on a aussi le zinc qui est utilisé. Il y a aussi l'homéopathie, la vitamine E. Voilà. Donc là, ça nous permet de regarder les études scientifiques, j'allais dire une à une. Je reviens sur mon score. Donc là, par exemple, dans le cadre du syndrome prémenstruel, on a évalué les oméga 3. Donc là, je clique dessus et j'arrive sur la fiche oméga 3 pour le syndrome prémenstruel. Là, on voit ici les critères d'évaluation.
Donc, l'intensité des symptômes physiques et l'intensité des symptômes affectifs. Là, on peut voir que si on clique, on a la source vers la méta-analyse qui nous a permis d'extraire en fait ces résultats. On propose aussi un protocole d'essai clinique. Donc, parmi tous les essais cliniques que nous, on a sélectionnés pour faire notre CALIA Score, on sélectionne un essai parmi tout cela. C'est celui qui a le moins de risque de biais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'essai clinique qui a la méthodologie la mieux faite, en fait, la plus pertinente, avec moins de risque de biais. Et en fait, on va extraire le protocole de cet essai clinique. Donc là, on voit que ce qui a été fait, c'est 2 grammes, 2000 mg d'acide gras oméga 3 à prendre quotidiennement, donc pendant le premier cycle menstruel, et ensuite 8 jours avant les règles, jusqu'aux 2 jours après leur apparition. Voilà. Et de faire ça pendant les 2 mois suivants. Ensuite, on propose ce qu'on appelle les mécanismes d'action, essayer de savoir comment est-ce que les oméga 3, quel pourrait être le mécanisme d'efficacité des oméga 3 dans le cadre du syndrome prémenstruel. Donc là, c'est que les oméga 3 pourraient activer en fait un récepteur qui permet de libérer des endorphines. Et donc les endorphines, par conséquent, réduire la douleur et aussi agir sur le comportement dépressif du syndrome prémenstruel. Et j'allais dire, ça colle en fait avec l'évaluation qu'on a, où ça fonctionnerait potentiellement avec un niveau de preuve de 2 sur 4 sur l'intensité des symptômes physiques. Donc, à savoir, au niveau du niveau de preuve, c'est un niveau de certitude, un niveau de confiance. Quand on est à 2, ça signifie que voilà, le niveau de certitude, on va dire, est moyen. Et pour être sûr et certain qu'effectivement, de manière globale, on va dire pour faire consensus, il faudrait qu'il y ait davantage d'essais cliniques qui vont dans le même sens, avec plus de répétition en fait de ces essais pour conclure à un effet certain. Mais c'est déjà prometteur. Et ensuite, on peut voir l'évaluation de la balance bénéfice-risque, de proposer à des femmes des oméga 3 dans le cadre du syndrome prémenstruel. Et du coup, si on a envie d'en savoir un peu plus sur l'intervention qu'on regarde, on peut aller là. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les oméga 3, là, donc, j'atterris sur la fiche oméga 3. Donc, on a une fiche de sécurité avec les effets secondaires, les contre-indications si elles existent, les précautions d'usage, la compatibilité avec les médicaments et les compatibilités avec la grossesse et l'allaitement. Nous, ces informations, on les puise sur des fiches. Donc là, on a les sources. C'est sur des sites, on va dire, de confiance, d'instances scientifiques reconnues, qui nous permettent de créer les fiches. C'est pour ça que parfois, on voit qu'on écrit qu'on a des informations fiables et disponibles insuffisantes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des contre-indications ou pas, c'est qu'en fait, on ne sait pas parce que les études de sécurité ne sont pas forcément faites chez toutes les interventions non médicamenteuses. Donc, quand on a les données, on les présente et on les intègre dans CALIA Pro. Quand elles n'y sont pas, on indique en fait qu'on n'a pas trouvé de résultats et qu'il faut que la recherche évolue dans ce sens pour avoir des fiches de sécurité complètes. On a aussi un descriptif de chaque INM avec un paragraphe donc, qui permettent voilà, de caractériser l'intervention, où est-ce qu'on peut le trouver. Là, bon, ça va être généralement dans l'alimentation pour les oméga 3, la rationalité scientifique, voilà les sources alimentaires et des références si vous voulez creuser le sujet à chaque fois. Et on a là sur la droite des produits qui sont référencés contenant les ingrédients dont on parle, donc ici les oméga 3, respectant une charte.
Et là, donc, quand on est par exemple sur la fiche oméga 3, là, je ne suis pas sur la fiche spécifique oméga 3 syndrome prémenstruel, je suis vraiment sur la fiche oméga 3 entre guillemets tout court. Et on peut retrouver la page que présentait tout à l'heure Elsa, les évaluations. Donc là, c'est toutes les évaluations des oméga 3 pour tous les autres sujets de santé. Donc, on retrouve ici le syndrome prémenstruel, mais elle a été évaluée dans le cadre du SOPK et de la dysménorrhée primaire ici aussi. Donc, je vais retourner sur la page. Voilà, donc là, je retourne sur la page du syndrome prémenstruel. On a également la curcumine qui a des effets sur les symptômes donc affectifs et les symptômes physiques et l'intensité aussi globale. Donc là, on retrouve en fait la même formule avec le protocole qu'on a sélectionné. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure pour les oméga 3, mais à droite, on a les dernières avancées scientifiques pour chaque en fait intervention. Donc là, la curcumine et le sujet de santé donné. Et donc, si on veut consulter la bibliographie, voilà, là, on arrive sur la page bibliographie et on a le détail des essais cliniques qui étudient donc là la curcumine dans le cadre du syndrome prémenstruel. Et donc là, pour la curcumine, parce que dans ce que j'expliquais tout à l'heure pour les mécanismes symptomatologiques du syndrome prémenstruel, il y a aussi une hypothèse inflammatoire. Ça, c'est quelque chose de récent. On commence un petit peu à démêler en fait les mécanismes de ce syndrome. Donc, il y aurait une problématique inflammatoire et donc elle réduirait l'inflammation. La curcumine, elle est généralement utilisée pour ça, des propriétés antioxydantes et qui influencerait donc ce que je disais tout à l'heure, le fameux axe hypothalamo-hypophysien qui réduirait le stress et les syndromes physiques du syndrome prémenstruel. Donc, il y a aussi l'option curcumine. Et je repasse vite fait, comme tout à l'heure. Donc, on a la page curcumine avec la fiche de sécurité et le descriptif avec les sources à chaque fois et les produits qui sont référencés. On a également le gâtillier qui est connu dans le cadre du syndrome prémenstruel. C'est vrai que le niveau de preuve, le niveau de certitude est un peu plus faible. Et ça, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les recommandations en fait, internationales dans le cadre du syndrome prémenstruel. Le gâtillier, ce serait une très bonne piste, mais étant donné que les essais cliniques qui étudient le syndrome prémenstruel avec le gâtillier, il y a parfois des résultats qui sont contradictoires. C'est-à-dire que un groupe de chercheurs va faire un essai clinique et eux vont trouver dans leurs résultats soit qu'il n'y a pas d'effet ou des effets très faibles dans leur population étudiée, et d'autres groupes de chercheurs dans un autre coin du monde va faire la même étude et va avoir des résultats différents. Donc c'est vrai que nous, notre niveau de certitude au niveau du calcul, il diminue parce qu'on a une très très grosse hétérogénéité des résultats. Elles ne vont pas tous dans le même sens, mais le gâtillier est quand même prometteur dans ce cadre. Hop, je retourne ici. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, parce que je fais le lien aussi avec les recommandations internationales dans le cadre du syndrome prémenstruel, on a la vitamine B6 qui est beaucoup étudiée. Ce que je disais tout à l'heure, nous, pour le moment, on ne peut pas produire, entre guillemets, de CALIA-score parce qu'il n'y a pas de méta-analyse disponible. Ça ne veut pas dire que la vitamine B6 n'est pas efficace ou ne serait pas efficace. C'est que selon notre méthode à nous, selon la façon dont on a formalisé et systématisé la présentation des résultats, on n'a pas de méta-analyse disponible. Mais dans les recommandations, la vitamine B6 est présente. Il y a aussi la vitamine D qui est présente dans les recommandations et le magnésium. Donc voilà pour ça. Et ensuite, pour chaque sujet de santé, on a
un descriptif des règles d'hygiène de vie, des choses qu'on peut mettre en place dans le cadre des sujets de santé qui sont étudiés. Et c'est selon les 5 piliers. Donc, on a l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le stress et les substances toxiques. Donc là, au niveau de l'alimentation, dans le cadre du syndrome prémenstruel, il est proposé, donc là c'est l'American College of Obstetrician et Gynécologiste. Donc là, en fait, si vous cliquez, on arrive vers le lien de la source. Alors, j'ai cliqué dessus, je ne sais pas si ça a changé d'écran, je ne pense pas. Je pense que c'est resté sur Calia Pro, mais quand non, ça va pas, parce qu'il faudrait que tu repartages ton écran, mais en fait, ça donne la source. Voilà, ça donne la source, donc vous pouvez consulter la source pour avoir tous les détails. Donc là, il y aurait une diminution de caféine, de sel et de sucre raffiné pendant la période prémenstruelle. Modifier l'emploi du temps des prises de repas, donc plutôt manger des petits repas par jour. Donc voilà, ce qui est proposé, c'est 6 petits repas plutôt que 3 gros repas, et ajouter des collations légères et maintenir un taux de sucre dans le sang stable. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, peut y avoir en fait au niveau de la phase lutéale des problématiques d'hypoglycémie. En fait, la physiologie au niveau du sang, elle est beaucoup moins stable. Donc en fait, on peut avoir des chutes rapides de la glycémie, et ça peut aussi provoquer des symptômes et un mal-être, et ça peut aussi jouer sur les facteurs psychologiques. Donc plutôt essayer de maintenir un taux de sucre dans le sang stable. Ça peut soulager les symptômes. Et le fait de manger 6 petits repas par jour, du coup, ça permet de maintenir, plutôt que manger par exemple le matin et risquer une hypoglycémie, et que la glycémie soit de nouveau régulée par le deuxième repas qui serait peut-être à midi, 13h. Voilà. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de maintenir la glycémie dans le corps pendant cette période. Une alimentation riche en glucides complexes. Donc là, c'est pareil, toujours par rapport au mécanisme de l'hypoglycémie. Et donc là, au niveau, donc c'est une étude récente de juin 2024 de mémoire, qui montre que les études qui sont publiées jusqu'à présent montrent que la consommation donc de glucides simples, lipides, sel, alcool, ça et une consommation élevée d'aliments frais. Alors non, du coup, je suis désolée, il manque un morceau dans la phrase. Je le modifierai, je suis désolée. Donc, au niveau des glucides simples, lipides, sel et alcool, ça favorise en fait le syndrome prémenstruel. Et de consommer des aliments frais, non transformés, donc à base de vitamine B, D, zinc et calcium et acides gras oméga 3, ça peut prévenir l'apparition du syndrome prémenstruel. Alors non, je suis désolée, je relis ma phrase, en fait, elle est bien construite, c'est moi qui l'ai lue trop vite. Donc, une faible consommation... Ouais, mais c'est bien, Aurélie, c'est pas la technologie, on voit que c'est l'homme qui écrit, et pas de ChatGPT. C'est ça, ouais, non, mais c'est exactement ça. Donc après, pratiquer une activité physique. Alors, au niveau de l'activité physique, c'est vrai qu'on le recommande, c'est dans les recommandations internationales dans le cadre du syndrome prémenstruel. Le sommeil, essayer de dormir suffisamment, donc environ 7 à 8 heures par nuit. Réduction du stress, donc en faisant du yoga, de la méditation par exemple, ou toute activité en fait qui nous plaît à nous-mêmes en fait au niveau du stress. Bon là il y a la mention du yoga et de la méditation comme des exemples, mais j'allais dire bon là j'emploie exclusivement le féminin parce que les hommes jusqu'à présent ne sont pas touchés par le syndrome prémenstruel, mais j'allais dire c'est à chacune un peu de trouver au niveau du stress qu'est-ce qui nous permet de nous relaxer. Pour une personne ça va être sortir, faire une balade en forêt, d'autres ça va être je sais pas, aller à la piscine ou faire autre chose, voilà, mais c'est essayer de trouver aussi pour soi-même qu'est-ce qui peut favoriser la vie. Dit Aurélie sur ça, ouais. On a montré les scores de tout ce qui est complément et phytothérapie, oui. Mais vous avez également on a dit on traitait toutes les interventions non médicamenteuses, donc vous avez des scores d'évaluation pour d'autres types d'interventions qui ne sont
qui ne serait pas de la phyto, par exemple. Donc là, on voit réflexologie, yoga, relaxation, justement. Voilà. Donc, c'est construit sur le même principe. Hein. Oui, c'est vrai que là, j'avais filtré, merci Elsa, du coup, de l'avoir mentionné. Là, j'avais filtré sur les compléments alimentaires et phyto et tout ça, mais c'est vrai qu'on a évalué la réflexologie, on a le yoga, la relaxation, alors les exercices physiques et l'acupuncture. Donc là, on pourrait se dire, pourquoi est-ce que l'exercice physique, il a une efficacité de 4 et un niveau de preuve à 0, alors que dans les recommandations, il est en fait proposé, d'où ça pourrait venir. En fait, c'est vraiment par rapport à notre méthode à nous. Nous, en fait, on sélectionne les études qui ont... déjà, il faut qu'il y ait 2 essais cliniques distincts pour faire notre évaluation. Parce que pour affirmer quelque part, pour qu'il y ait, entre guillemets, un consensus sur l'efficacité globale, et là, je ne parle pas forcément d'intervention non médicamenteuse, de toute substance, peu importe, il faut que les résultats soient répétés. En fait, on ne peut pas conclure sur l'efficacité de vraiment quoi que ce soit. S'il y a une seule étude isolée dans le monde, il faut vraiment que ce soit répété. La science, c'est vraiment quelque chose, voilà, on va produire un essai clinique sur un sujet et il faut qu'elle puisse être répétée et que les résultats, en fait, soient consistants et constants le maximum de fois. Et c'est ça qui permet de faire augmenter le niveau de preuve. Et c'est vrai que la problématique des interventions type exercice physique, l'acupuncture aussi, et surtout les interventions psychologiques, c'est que le groupe contrôle, en fait, ce qu'on pourrait appeler le groupe placebo, c'est pas si facile à mettre en place dans les exercices physiques. Par exemple, pour les oméga 3 ou tout ce qui est complément alimentaire, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, on a le groupe qui va avoir le complément et l'autre qui va avoir un cachet de la même forme, de la même couleur, du même goût, sans en fait le principe actif, mais la personne ne le saura pas. Parce qu'en fait, il y a les effets. Alors, on les appelait historiquement l'effet placebo. Maintenant, on appelle ça les effets contextuels. Et c'est vrai que, par exemple, mettre en place une activité placebo pour l'exercice physique, c'est très compliqué. Donc, en fait, c'est pour ça que nous, on essaye de sélectionner les études avec ce qu'on appelle le groupe contrôle adéquat, selon notre méthode. Mais c'est vrai que pour l'exercice physique, il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui correspondent, d'où le niveau de certitude qui est faible. Aurélie, je te coupe. Je vois le temps passer, là, du coup. Ouais. Toi, tu parles. On a déjà 42 minutes. Je pense qu'on va peut-être bientôt conclure. Peut-être tu peux te mettre sur la dysménorrhée primaire pour montrer également le... Bon, après, vous aurez donc le lien. Là, je vais vous le mettre dans deux minutes. Vous allez explorer par vous-même, hein. Bien évidemment Calia Pro, mais voilà, ça donne juste un deuxième sujet de santé traité qui est donc, comme vous le voyez, c'est fait toujours de la même façon. Voilà. Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc là, j'ai retrouvé la dysménorrhée primaire. On a toujours le descriptif. Donc la dysménorrhée, c'est des douleurs menstruelles intenses qui surviennent avant ou pendant les règles. Donc des douleurs vraiment dans le bas-ventre au niveau de l'utérus. On a toujours les règles d'hygiène de vie, donc selon voilà, les 5 piliers que j'évoquais tout à l'heure avec toujours les sources. Et là, je vais refaire un filtre sur les compléments. Donc, on retrouve les oméga 3 avec un niveau d'efficacité concluant et un niveau de preuve, on va dire, moyen. Il y a la lavande, le fenouil, voilà, vous pourrez voir en détail. Et là, pareil, c'est de la même manière que tout à l'heure, on peut très bien avoir une bibliographie avec des interventions qui ne sont pas évaluées, entre guillemets, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est limité par le fait d'avoir une méta-analyse ou pas. Je vous montre aussi, de toute façon, effectivement, hein, vous pourrez toutes et tous explorer le site. Mais on a rajouté aussi, je crois, un syndrome récemment là lié au cycle également. Oui, le trouble. Alors moi, je vais arrêter mon partage. Hop. Cesser de partager. Hop. Désolée pour le petit temps. Le temps d'arrêt. Oui, on a aussi créé sur Calia, et là on va intégrer les données
dans pas longtemps sur le trouble dysphorique prémenstruel. Donc, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose que vous connaissez ou pas. En fait, c'est, je crois, dans les années 30 qu'il a été intégré dans le DSM. Donc, en fait, c'est le répertoire de tous les troubles psychologiques et psychiatriques. Donc, c'est en fait un syndrome prémenstruel où les symptômes psychologiques et émotionnels, on va dire, sont tellement forts qu'il y a une altération de la qualité de vie, en fait. Et en France, je sais que c'est connu depuis pas très longtemps. Donc nous, on va aussi intégrer les données d'évaluation de règles d'hygiène de vie qui seront similaires au syndrome prémenstruel. Mais on a aussi pris en compte voilà, ce syndrome dysphorique. Merci beaucoup Aurélie. Je vais juste peut-être conclure pour laisser aussi la parole à Julie. Bon, j'espère que ça vous a plu, la petite présentation. Alors, évidemment, on nous a dit plutôt la première partie du cycle menstruel, problème de traduction. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas compris ce dont on allait traiter. Je suis désolée. Après, je vais donc vous donner le lien pour que vous puissiez vous connecter à Caléa Pro. Donc, je le mets dans la discussion. Comme ça, vous pourrez aller tester, faire vos propres recherches. Vous avez une boîte de dialogue aussi, donc vous pouvez tout à fait vous poser des questions. Vous avez dans la FAQ notre méthode d'évaluation basée sur tous les critères des méta-analyses, donc comme l'a expliqué Aurélie. Et puis bientôt aussi une nouvelle présentation où on prendra justement tous les essais cliniques, ce qui va permettre d'avoir des scores sur davantage d'interventions. Vous serez informés de toute façon au fur et à mesure. On a une newsletter tous les 15 jours, donc au fur et à mesure de notre développement, on informe nos utilisateurs. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi peut-être, c'est Caléa Pro n'a que 2 ans, donc évidemment, nous ne sommes pas exhaustifs encore. Il y a eu le temps de toute la R&D. Je vous ai dit qu'on a été créé en 2019, mais on a lancé l'application Caléa Pro qu'en décembre 2021. Voilà. Et donc, pour finir, ce lien, donc je ne sais pas, vous l'avez dans la conversation, dans la discussion, qui vous permet de vous inscrire à Caléa Pro gratuitement sur la version premium, parce qu'il y a une version gratuite, mais où il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Voilà. Donc ce lien vous permet d'avoir... Ah, j'avais pas mis ma caméra. Pardon. Vous permet d'avoir la Caléa Pro avec toutes les fonctionnalités, tout le contenu gratuitement pendant 6 mois. Voilà. Super, merci en tout cas pour cette présentation. J'ai trouvé ça personnellement très intéressant et je pense que plusieurs d'entre nous ne connaissaient pas la plateforme et ça les a intéressés. En tout cas, j'ai vu quelques commentaires passer, donc c'est très chouette. Alors oui, du coup, concernant aussi Simplicure, donc Simplicure, pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme, elle a été créée pour vous aider en fait à recommander des compléments alimentaires pendant vos consultations. Donc en fait, Simplicure contient maintenant plus de 90 laboratoires et 1600 produits. Et alors, ça vous évite de faire perdre votre patient en allant sur 3, 4, 6 différents qui finissent au final par pas acheter des compléments alimentaires. Donc, je vais partager mon écran, comme ça je vous montre comment créer une recommandation. C'est toujours plus... c'est toujours mieux de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, voilà. Du coup, une fois que vous êtes inscrit et inscrite, donc la plateforme elle est gratuite et sans engagement. Donc sur l'accueil, vous retrouverez tous les webinaires. Vous retrouvez d'ailleurs celui-ci cet après-midi. Et alors évidemment, vous avez les webinaires. Excusez-moi, il y a une ambulance qui passe. Et alors vous avez aussi les webinaires précédents
pouvez également vous inscrire au prochain webinaire. Voilà, parce qu'on en organise entre 1 à 2 fois par semaine. Donc, ils sont toujours très intéressants. C'est toujours des thématiques très variées. Vous avez bien sûr les dernières actualités de Simplicure. Vous pouvez d'ailleurs voir les derniers laboratoires qu'on a rentrés, notamment Nutrilogix et Dinarop. Pour créer une recommandation, comme je le disais, donc c'est très simple. Vous allez sur créer une recommandation. Vous ajoutez des produits et alors vous pouvez chercher des produits via la barre de recherche. Admettons, vous cherchez du zinc, par exemple, vous allez avoir les différents zincs qui vont apparaître. Vous pouvez aussi travailler par marque. Donc, comme je le disais, on a plus de 90 laboratoires. Vous pouvez travailler par type de produit. Si vous cherchez directement, par exemple, des algues, voilà, vous pouvez tout simplement le faire ou aller directement sur la gémothérapie, les huiles essentielles. Vous pouvez aussi travailler par objectif santé. On a parlé de tout ce qui était cycle menstruel. Vous avez aussi donc différents objectifs santé qui concernent les cycles menstruels, comme le syndrome prémenstruel, etc. Vous pouvez inclure et exclure les ingrédients. Aussi, si vous cliquez sur un produit, vous allez avoir sa fiche produit, donc tout ce qui est posologie, contre-indications, bienfaits. Vous pouvez aussi même voir les apports nutritionnels recommandés. Donc ça, c'est intéressant pour éviter les surdosages. Ça apparaîtra bien sûr en rouge une fois qu'il y a un surdosage. Et alors, vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez aussi ajouter le produit en favori. Si, imaginons, voilà, ce produit est peut-être trop dosé pour votre patient, mais il vous intéresse quand même, vous pouvez bien sûr créer des catégories pour le retrouver facilement, parce que voilà, parfois avec plus de 1600 références, on pourrait s'y perdre. Donc voilà, ici l'avantage sur la plateforme, c'est que vous pouvez créer des catégories de favoris et alors les retrouver directement dans mes favoris ici. Et donc c'est un gain de temps parce que vous créez votre propre petit catalogue. Vous pouvez aussi également demander de nouveaux produits. On est très à l'écoute des professionnels de santé qui sont sur la plateforme. Donc, si jamais il vous manque un produit sur la plateforme, n'hésitez pas à nous le communiquer parce qu'à ce moment-là, on le rentrera rapidement, en tout cas sur la plateforme. On a Camille qui s'occupe justement de la mise en place du catalogue, qui regarde bien sûr la qualité, les dosages, etc. Donc, tout est regardé attentivement, en tout cas avant d'être ajouté sur la plateforme. Une fois que vous avez fini d'ajouter les produits, vous pouvez également regarder le tableau récapitulatif des apports recommandés. Ça vous permet évidemment d'éviter encore une fois les surdosages. Si par exemple vous avez 2 compléments alimentaires qui contiennent de la vitamine A, voilà, comme ça, vu qu'on n'aime pas trop le surdosage pour la vitamine A, vous allez voir au niveau du dosage maximum autorisé si c'est OK en vert ou non OK en rouge. Vous pouvez aussi donner une petite réduction à votre patient. Donc, comment ça fonctionne ? Vous avez de base entre 0 et 15% qui sont valables pendant 2 semaines. Et puis alors, si vous réalisez des recommandations, bien sûr, ça ne fera qu'augmenter. Ou alors, vous repasserez du coup à l'option basique de 0 à 10%. Donc voilà. Et enfin, il va falloir envoyer forcément la recommandation à son patient. Donc, comment ça fonctionne ? Soit vous créez le patient client directement sur la plateforme, ou encore, et puis vous l'envoyez, pardon, ou encore vous sauvegardez et vous copiez-collez le lien de la recommandation ici en bas à droite. Il faudra juste le mettre dans votre bilan, dans un email ou autre, pour en tout cas que votre patient reçoive le lien. Voici l'interface patient-client. Donc tout simplement, votre patient va pouvoir supprimer un complément alimentaire, ajouter un produit. Donc c'est vraiment une recommandation, c'est pas une prescription. Donc c'est pour ça que que votre patient aura la possibilité de supprimer ou ajouter. Et alors évidemment, il pourra continuer vers le paiement. Il a cette possibilité aussi de payer en 3 fois sans frais, parce que c'est vrai que parfois des cures, ça peut sembler cher pour le patient. Mais voilà, ici il a cette possibilité de payer en 3 fois. Donc voilà, c'est un avantage pour lui. Vous avez aussi tout un suivi au niveau des recommandations. Le statut peut passer de envoyer à acheter une fois que la recommandation a été achetée. Je vais d'ailleurs essayer de vous trouver un petit exemple. Voilà. Ici, donc, envoyer à acheter. Vous avez des protocoles qui ont été établis par les professionnels de santé qui ont créé certains webinaires avec nous, mais vous pouvez aussi décider de créer vos propres protocoles. À ce moment-là, vous allez dans Nouveaux protocoles et vous arriverez dans Mes protocoles. Ensuite, c'est propre à vous, personne n'y a accès. Et alors, vous pouvez les utiliser ou les voir.
catalogue, sans surprise, c'est le catalogue où vous pouvez toujours ajouter les produits en favoris, faire la demande de nouveaux produits. Petit avantage aussi, si par exemple vous préférez travailler sous format papier et non par ordinateur, voilà, vous pouvez aller directement dans mes favoris, ajouter évidemment vos produits en favoris et puis télécharger votre bon de commande. Sélectionnez les catégories à inclure sur votre bon de commande. Vous mettez le pourcentage de réduction que vous souhaitez offrir à votre patient ou non. Et enfin, vous allez pouvoir du coup imprimer le bon de commande et donc vous pouvez toujours l'avoir à côté de vous lors de vos consultations. Il pourra du coup scanner le QR code ou alors bien sûr aller directement sur la plateforme Simplicure ou même nous appeler si jamais il a des difficultés avec internet, bien sûr, on est présent. Et enfin, du coup, vous avez la possibilité d'avoir des avantages sur la plateforme. Donc, au plus vous augmentez au niveau de vos gains, vous allez pouvoir échanger en bons d'achat pour des produits du catalogue. Également, si vous inscrivez sur la plateforme, vous avez moins 30% pour vos cures personnelles. Et donc voilà, je pense avoir tout dit. Oui, l'académie aussi qui sert pour revoir les replays, avoir aussi les slides des webinaires. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire et également à vous y inscrire sur Calia Pro. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Oui, il y avait une question, alors j'ai en partie répondu. Comment sont construites vos fiches santé récapitulatives? Est-ce grâce à la technologie IA ou manuelle? Donc en fait, vous avez Aurélie qui tout à l'heure, dans les recommandations d'hygiène de vie, vous a dit ma phrase. Donc non, tout ce qui est sur les évaluations est fait manuellement par l'équipe. Médico-scientifique. Il y a simplement, pour être tout à fait transparent, les résumés d'études qui sont faits par l'IA. Mais par contre, on les relit à chaque fois et on a bien donné une espèce de, comment on appelle ça, comme un script en fait, pour qu'ils reprennent bien les résultats, le contexte, etc. Enfin voilà, c'est pas fait n'importe comment. Donc il y a uniquement les résumés des études qui sont faits par la technologie, sinon le reste est fait par l'équipe médico-scientifique. Oui, je confirme. En fait, tout ce qui est les descriptifs des sujets de santé, les règles d'hygiène de vie, les fiches de sécurité, les protocoles, les mécanismes d'action, on est deux dans l'équipe data, je suis pas toute seule, mais en fait, on se base toujours sur des recommandations internationales ou des méta-analyses pour extraire en fait les données et à chaque fois on source. Donc ça, ouais, on le fait manuellement. Julie, est-ce que je dis à l'oral le petit lien partenariat? Parce que je ne sais pas si en replay, les gens ont accès à la discussion. Non. Après, vous pouvez m'envoyer le lien. Alors, je le mettrai en dessous du coup oui. dans l'académie. Ça, je peux faire. Ok, je ferai ça alors, ce sera plus simple. Voilà. J'ai vu aussi une question, Laetitia qui dit lorsqu'on a déjà un compte actif Calia Pro, comment faire pour bénéficier de votre offre découverte? Le lien ne fonctionne pas et ouvre juste le compte déjà existant. Ah oui, alors je vais mettre dans la discussion mon mail, comme ça vous m'écrivez. Oui, c'est ça. Vous m'écrivez et je modifierai. Je mets mon mail là. Est-ce que c'est bon? Charpentier, je l'ai mis dans QA. Ah oui. Voilà. Je vais le remettre dans discussion alors. Ah, pardon. Voilà. Comme ça, tout le monde a accès. Et justement, il y avait une question, pourquoi l'efficacité du Gatilier est à 2 points par rapport aux autres propositions? Ça induit que c'est une plante pas très efficace pour ce cas de syndrome. Alors effectivement, je confirme, pour le Gatilier, le niveau d'efficacité, il est à 2/4. Donc là, on est sur une efficacité modérée par rapport aux autres propositions. Alors, pourquoi est-ce qu'il est à 2/4? C'est parce que les études qu'on a sélectionnées présentaient en fait globalement une efficacité modérée sur l'évaluation des symptômes. Okay. Donc après, oui, de dire qu'elle n'est pas très efficace, elle a une efficacité modérée. Donc ça
c'est généralement en fait ce qu'on appelle la taille de l'effet. Si par exemple au niveau de la douleur des patientes avant de prendre par exemple du Gatillier, elles avaient fait une douleur de 8 sur 10 et qu'elles l'évaluent à 7, on peut dire que ça diminue quand même un peu. Et d'autres, par exemple, vont permettre d'avoir une diminution plus élevée en taille d'effet, par exemple passer d'un niveau de douleur de 8 sur 10 à 4 sur 10, effectivement, l'effet sera plus grand. C'est possible. Ok, ben, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. De toute manière, si jamais vous avez des questions au niveau de Calia Pro, vous avez mon mail vous avez maintenant. l'email. Et Donc, il y a allez-y. aussi sur l'application, il y a une boîte de dialogue. Voilà. Sur Simplicure, c'est pareil aussi. Vous pouvez bien sûr nous contacter via Simplicure ou via email. Donc voilà. Ben, écoutez, je pense qu'on a répondu à tout. Merci en tout cas à vous tous d'avoir participé au webinaire. Merci à Calia Pro d'être venu. Merci C'était très à chouette. vous. Merci pour l'invitation. Et à bientôt du coup. Bon appétit, bonne Bon journée. appétit, bon après-midi à tout le monde. Au revoir.